Chaque matin, à 7 heures précises, une fillette de 6 ans marche seule dans la brume, tenue droite, silencieuse, escortée par 5 bergers allemands obéissants comme des soldats. Personne ne sait d'où elle vient, personne ne sait où elle va, les voisins chuchotent, filment, s'inquiètent. Comment une enfant aussi frêle peut-elle contrôler ces bêtes puissantes? Mais un jour, un homme la suit discrètement et ce qu'il découvre derrière cette marche rituelle va secouer toute la ville parce que cette petite fille cache un secret que même les adultes n'auraient jamais osé affronter. Restez avec nous car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le jour n'était pas encore levé, une brume légère s'accrochait au trottoir, flottait entre les arbres nus, adoucissant les contours familiers de Maple Street. Les volets restaient clos, les lampadaires grésillaient encore. C'était un matin ordinaire, sauf que rien ici n'était vraiment ordinaire. À travers ce voile gris, une petite silhouette apparut, comme surgie d'un rêve ou d'un vieux film en noir et blanc. Une fillette, 5 ou 6 ans, pas plus. Trop jeune pour être seule, trop frêle pour ce qui l'accompagnait. Elle portait un manteau rose éclatant, presque irréel dans la lumière froide de l'aube. Ses cheveux attachés en 2 nattes sombres balançaient doucement à chacun de ses pas. Et autour d'elle, 5 bergers allemands, immenses, sombres, puissants. Ils ne tiraient pas sur les laisses, ils ne flairaient pas le sol. Ils marchaient droits, disciplinés, parfaitement alignés. Un à l'avant, 2 sur les côtés, un à l'arrière. Le dernier, juste contre elle, ne la quittait pas des yeux, pas un mot, pas un cri, pas même un aboiement. Ils avançaient comme une seule entité, une formation silencieuse, presque militaire. Chaque matin, à 7 heures précises, le même tableau depuis des semaines, voire des mois. Au début, les habitants n'y ont pas prêté attention. Puis, les murmures ont commencé. On sortait discrètement son téléphone derrière un rideau. On filmait depuis une fenêtre entr'ouverte. Sur les réseaux, les images circulaient. La petite fille au chien. Certains l'appelaient la princesse canine. D'autres, moins poétiques, parlaient d'une enfant abandonnée. Mais personne ne savait, elle ne parlait à personne. Elle ne regardait personne. Elle suivait toujours la même trajectoire, toujours le même rythme, toujours les mêmes chiens. Les anciens du quartier se souvenaient avoir vu des hommes en uniforme dans cette rue des années plus tôt. Une rumeur parlait d'un dresseur disparu, une autre évoquait un foyer secret, mais ce n'était que des histoires, des spéculations de trottoir. Chaque matin, le mystère s'épaississait, chaque silence devenait plus lourd, et plus personne n'osait vraiment l'interrompre. Elle passait et on se taisait, par respect ou par peur, jusqu'au jour où un homme récemment installé dans le quartier posa enfin la question à voix haute: qui est cet enfant? Son nom était Ethan Cole et il avait vu des choses que peu de gens osaient regarder. Ce matin-là, quand la silhouette rose disparut au coin de la rue, suivie de ses gardiens silencieux, Ethan, lui, ne détourna pas le regard. Il resta figé sur le trottoir, le cœur troublé, l'esprit en alerte. Il ne le savait pas encore, mais il venait de poser le premier pas dans une histoire bien plus vaste que ce qu'il aurait jamais imaginé. Ethan Cole venait à peine de poser ses cartons dans la maison au bout de Maple Street quand il l'aperçut pour la première fois. Il tenait encore sa tasse de café dans une main, les yeux à peine ouverts, debout sur le balcon quand la brume matinale se fendit et qu'elle apparut. Petite, minuscule presque dans son manteau rose, 5 géants à ses côtés. Il cligna des yeux, pensa avoir rêvé. Mais non, les chiens, la fille, le silence, tout était réel. Il resta figé, observant leur passage sans comprendre ce qu'il voyait. L'instinct du journaliste, qu'il avait pourtant mis de côté depuis des années, se réveilla sans prévenir. Il attrapa son téléphone, filma quelques secondes. Sans y réfléchir, il posta la vidéo. Un simple titre: quelqu'un connaît cet enfant. Il ne s'attendait pas à ce que la vidéo explose en quelques heures. Les vues s'envolèrent. Les commentaires affluaient. C'est une dresseuse professionnelle? Où sont ses parents? Ces chiens, on dirait des unités K9. Regardez leur formation, ce n'est pas normal. Certains voyaient une héroïne, d'autres une victime, et d'autres encore une énigme.
Ethan se prit au jeu. Il visionna sa propre vidéo en boucle, il ralentit, il zooma, il observa chaque détail. Le collier du chien de tête semblait usé, presque militaire. Un autre portait un insigne à peine lisible. Tous étaient disciplinés, mais ce n'était pas de l'obéissance de chien de compagnie. C'était autre chose, une posture, une vigilance, comme s'ils étaient en mission, mais ce qui le frappa surtout, c'était elle. Cet enfant ne regardait jamais autour. Son regard restait droit, fixe, calme. Elle ne souriait pas, elle ne parlait pas, et pourtant elle ne paraissait ni perdue, ni apeurée. Elle avançait comme quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait, quelque chose sonnait faux ou trop parfait. Ethan sentait cette sensation familière, ce frisson au creux de l'échine, celle qui lui disait qu'il venait de toucher à une vérité enterrée sous trop de silence. Il se leva brusquement de sa chaise, le vent soufflait sur la rue déserte, elle avait déjà disparu au coin du pâté de maison, mais Ethan, lui, venait de faire son choix. Il n'allait pas seulement observer, il allait comprendre, et ce qu'il allait découvrir changerait sa vie bien plus qu'il ne l'imaginait. Ce matin-là, Ethan ne resta pas sur son balcon, il attendit que l'ombre rose passe devant chez lui à la même heure que toujours. Puis, silencieusement, il descendit les marches et se mit à la suivre. À distance, assez loin pour ne pas être vu, assez près pour ne rien perdre, la petite marchait comme à son habitude, droite, déterminée, presque mécanique. Les 5 chiens l'entouraient, aussi alertes que d'habitude. Mais au fil des rues, Ethan remarqua quelque chose, une infime variation. Une tension. Les chiens jetaient plus souvent des regards derrière eux. Leurs oreilles pivotaient au moindre bruit. Ils flairaient l'air. Quelque chose dans leur posture avait changé. Elle passa devant la boulangerie, indifférente à l'odeur du pain chaud. Puis la librairie, les volets encore clos. Ensuite, elle bifurqua vers une ruelle qu'Ethan n'avait jamais empruntée. Plus il s'éloignait du cœur du quartier, plus le décor changeait. Les maisons devenaient vieillies, mal entretenues, fenêtres cassées, clôtures branlantes, silence pesant. La ville semblait s'éteindre, maison après maison. Les chiens se rapprochèrent d'elle, leurs épaules frôlaient ses jambes. Le dernier d'entre eux tourna la tête, fixa Ethan à distance. Pas un grognement, mais un regard d'alerte. Il ralentit le pas, il se sentit soudain de trop. Enfin, la fillette s'arrêta devant une maison à moitié engloutie par les herbes hautes. Les volets étaient cloués, la peinture s'effritait, le portail tenait à peine debout. Elle poussa la grille, qui grinça longuement, puis entra dans la cour. Les chiens la suivirent, sans bruit. Ethan se colla contre un vieux mur, son cœur battait plus vite qu'il ne l'aurait cru. Il jeta un œil à travers les planches fendues de la clôture. Elle franchit la porte, les chiens passèrent après elle, puis plus rien, il attendit, le souffle court, les yeux fixés sur cette maison figée dans le temps, un son soudain, un aboiement étouffé, puis un autre, des grognements non pas menaçants mais plaintifs, comme des gémissements de fatigue ou de douleur. Il y avait d'autres chiens à l'intérieur. Le doute n'était plus permis, ce n'était pas une promenade, pas un jeu, et cet enfant n'était pas simplement une enfant. Ethan recula d'un pas, ses pensées en désordre, ce qu'il venait de voir, ce qu'il venait de ressentir, c'était comme approcher le bord d'un puits très profond. Et il avait déjà glissé un pied dedans, sans retour possible. C'était un mardi, un de ces matins presque ordinaires, où l'air semblait plus vif que d'habitude, et où le ciel hésitait entre soleil et nuages. Ethan, comme toujours, guettait depuis sa fenêtre, café en main, mais cette fois, quelque chose allait briser le silence. La petite fille venait de tourner le coin de la rue, entourée de ses 5 chiens. Ils avancèrent dans leur formation habituelle, précis, calmes, concentrés, et soudain, un rugissement de moteur fendit l'air, un motard, trop rapide, trop près. L'homme surgit à l'angle de la rue, riant, inconscient. L'enfant se figea, Ethan se redressa d'un bond, son cœur se suspendant dans sa poitrine, mais il n'eut pas besoin de crier, les chiens avaient déjà réagi. En une fraction de seconde, 4 d'entre eux s'élancèrent, formant une barrière compacte entre le motard et la fillette. Le 5e, le plus grand, celui qui ne quittait jamais son flanc droit, bondit en avant, grognant, les crocs découverts, prêts à intercepter. Le motard freina brutalement, glissa, manqua de peu l'impact. Il chuta dans un amas de sacs poubelles, son casque roulant au sol, silence, puis en la voix, douce, lente, petite mais assurée. « Tu as bien fait, bravo !» Ethan sentit son souffle lui échapper. Bravo, ce n'était pas un nom d'animal, c'était un code, un indicatif.
un mot qui appartenait à un autre univers, celui des unités spéciales, des chiens policiers, des missions. Il s'approcha lentement, les mains levées, mais les chiens se retournèrent vers lui d'un seul mouvement. Ils formèrent aussitôt un mur protecteur entre elle et lui. Pas un son, juste une tension palpable dans l'air. Ethan s'arrêta net. La petite fille posa doucement la main sur la tête du chien de tête, celui qu'elle avait appelé Bravo. Le collier était usé, rayé. Et là, sur la boucle de cuir, un petit insigne métallique terni par le temps, à peine visible, mais Ethan le reconnut. L'insigne de la police municipale. Un badge discret, oublié, mais chargé de sens. Il se passa quelque chose dans le regard d'Ethan, une bascule. Ce n'était plus de la simple curiosité. Il comprit dans ses tripes que cet enfant n'était pas en danger. Elle était le refuge. Et lui, désormais, ne pouvait plus faire semblant d'être juste un témoin. Le ciel s'était fendu comme une cicatrice mal refermée. Cette nuit-là, l'orage éclata avec une violence rare. Le vent hurlait entre les gouttières. La pluie battait les vitres comme des poings. Maple Street semblait avoir disparu sous les rideaux d'eau. Ethan, insomniaque depuis des jours, fixait la silhouette floue de la vieille maison à travers la fenêtre trempée. Il vit la grille tordue claquer dans le vent, ouverte, une lumière vacillante perçait à peine sous la porte. Quelque chose n'allait pas. Il enfila son manteau sans réfléchir, attrapa une lampe torche et courut à travers la pluie battante. Chaque pas résonnait dans l'eau comme un avertissement. Devant la maison, il n'hésita pas. Il poussa la porte, fermée, il frappa. Rien, il força l'entrée. L'intérieur sentait l'humidité, le chien mouillé, la peur. La lumière de sa lampe balaya la pièce. Des couvertures trempées, des gamelles renversées, des planches mal clouées aux fenêtres et des silhouettes, des chiens partout. Certains blessés, bandés, d'autres plus âgés, couchés sur des tapis de fortune. Aucun ne grogna, ils observaient en silence. Puis il vit les murs, des photos accrochées à la va-vite, un homme uniforme de police, grand, droit, sourire franc, toujours entouré des mêmes chiens. Bravo y figurait, plus jeune, parfois seul avec l'homme, parfois avec une petite fille dans les bras de celui-ci, la même, plus jeune encore, heureuse. Ethan sentit sa gorge se serrer, puis une voix faible, un murmure presque perdu dans le grondement du tonnerre. « Bravo, reste avec moi !» Il tourna, avança dans le couloir, la lampe tremblante dans sa main. Dans une pièce du fond, il la trouva, blottie contre deux chiens, trempée, grelottante, ses yeux à moitié clos, sa joue collée contre la fourrure de Bravo. Ethan s'agenouilla, vérifia son souffle, faible, mais présent. Il la couvrit avec sa veste, murmura doucement « C'est fini, je suis là ». Les chiens le laissèrent faire, aucun ne broncha, comme s'il savait. Son regard se posa une dernière fois sur les murs. Ce n'était pas un taudis, c'était un sanctuaire, un lieu de mémoire, de guérison, de fidélité. Et au milieu de tout ça, 7 enfants. Ce n'était pas elle que les chiens gardaient, c'était eux qu'elle avait recueillis, protégés, soignés. Elle ne survivait pas grâce à eux, elle les faisait survivre. Et Ethan comprit profondément qu'il n'était plus là pour enquêter, il était là pour l'aider à porter ce qu'aucun enfant n'aurait dû porter seul. Le lendemain matin, Maple Street semblait figé dans une attente sourde. À 8h pile, un fourgon blanc s'arrêta devant la vieille maison. Sur les portières, un logo municipal, service de contrôle animalier. 2 hommes en descendirent. L'un tenait une tablette, l'autre une sangle de capture roulée sur son épaule. Le second soupira. 5 bergers allemands sous la garde d'une enfant. On n'a pas le choix. Ethan les observait depuis l'autre côté de la rue. Il serrait les poings. Il savait que l'enfant était en sécurité chez lui, au chaud, encore endormi. Mais les chiens, eux, étaient restés dans la maison. Les agents franchirent le portail. Et soudain, un grondement sourd monta de l'intérieur, puis 5 chiens apparurent à la grille. Leurs silhouettes noires, leurs muscles tendus, leurs yeux fixés sur les intrus. Ils ne bougeaient pas. Ils formaient un mur, pas un aboiement, pas un saut, juste une présence. Le plus âgé des 2 agents s'arrêta net. C'est pas de l'agressivité, c'est une formation défensive, ils protègent. Mais ils avancèrent quand même. Et dès qu'ils posèrent un pied de trop, un grognement profond les arrêta net. Alors la porte s'ouvrit lentement, c'était Ethan. Elle n'est pas là, mais vous devez voir ça. Ils entrèrent, méfiants, et furent saisis. À l'intérieur, rien ne ressemblait à ce qu'ils avaient imaginé. Les cages étaient propres, remplies de couvertures, d'eau fraîche,
des carnets de soins vétérinaires classés par nom, avec des dates, des remarques, des suivis, et les murs, des photos partout, des chiens en mission, des diplômes encadrés. Au centre, une grande image en noir et blanc, un homme en uniforme souriant. Derrière lui, les 5 mêmes chiens, plus jeunes. Ethan murmura « son père, un officier Daniel Carter, un maître chien tombé en mission ». Les agents ne disaient plus rien. L'un d'eux approcha d'un cadre, il le regarda longuement, puis hocha lentement la tête. On ne peut pas leur enlever ça, ni à elle, ni à eux. Il rangea sa tablette, aucun mot de plus. Avant de quitter les lieux, il colla une note manuscrite sur la porte, sous garde temporaire à ne pas déranger. Et ainsi, sans bruit, une décision fut prise. La fillette devint, aux yeux de la loi, la gardienne d'un lieu sacré. Pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce que le monde, enfin, avait compris. Elle ne vivait pas dans un refuge, elle en était l'âme. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. En quelques heures, les images de la petite fille et de ses chiens avaient fait le tour du pays. Les journaux titraient « L'héritière des héros à 4 pattes », la fille de l'officier Carter. À 6 ans, elle protège l'impossible. Les caméras affluaient, les journalistes s'agglutinaient devant la maison, devant l'école qu'elle ne fréquentait pas, devant les cliniques vétérinaires locales. On voulait des interviews, des photos, des larmes à l'écran, des histoires à vendre, mais elle restait silencieuse. Chaque question la refermait un peu plus, chaque flash l'éloignait. Elle ne comprenait pas pourquoi le monde, soudain, s'intéressait à elle. Elle n'avait jamais voulu être vue, seulement protégée. Et puis vint la cérémonie, un hommage organisé par la police locale en mémoire de son père, officiellement reconnu, discours, médailles, uniformes impeccables. Elle s'y rendit, entourée de ses chiens, droite, silencieuse, épuisée. Ethan, debout à ses côtés, sentit le tremblement discret dans ses doigts. Au moment où le chef de la brigade prononça le nom officier Daniel Carter, elle chancela. Ses genoux plièrent, le monde bascula. Ethan la rattrapa juste avant qu'elle ne touche le sol, son petit corps inerte, sa peau pâle, ses paupières lourdes. La panique se répandit comme une onde. Les chiens aboyèrent, encerclèrent le brancard. Bravo hurla. Les autres grognaient, défendaient leur poste, refusaient qu'on l'emporte. À l'hôpital, ils attendirent. Devant l'entrée, sous la pluie fine qui venait de tomber, couché en silence, pas un ne quitta sa place. Bravo posa sa tête contre la porte vitrée, fixant le couloir comme un soldat au garde-à-vous. Ethan était là aussi, les yeux rouges, le souffle court, murmurant entre ses dents « Tiens bon, petite ». Des heures passèrent. Puis une infirmière ouvrit la porte. Elle dit simplement « Non mais elle est réveillée ». Les chiens entrèrent, l'un après l'autre, silencieux, majestueux. Le personnel s'écarta, certains en larmes. Elle était là, allongée, fragile, mais vivante. Ses yeux s'ouvrirent lentement et un seul mot franchit ses lèvres desséchées. « Bravo !» Le chien sauta doucement sur le lit, posa sa tête contre elle, un battement de queue, une larme. Ethan s'approcha, elle sourit. Faiblement, il murmura « Tu es forte, tu l'as toujours été. » Et dans cette chambre baignée d'une lumière douce, entre les machines, les silences et les respirations, quelque chose d'invisible passa, un lien indestructible, une promesse tenue, un amour sans mots mais plus puissant que tous les discours du monde. Le soleil s'était levé sur Maple Street comme on ouvre un rideau après une longue nuit. Les volets étaient ouverts, les trottoirs balayés. Devant la vieille maison, autrefois abandonnée, des enfants jouaient. Les regards n'étaient plus inquiets, ils étaient fiers. Une petite estrade avait été dressée devant la mairie, des uniformes impeccables, des drapeaux et au centre, une chaise toute simple sur laquelle elle était assise. Vêtue de son manteau rose, toujours le même, un peu usé mais droit comme une bannière. Autour d'elle, Bravo et les 4 autres chiens assis calmement, les oreilles dressées, les yeux rivés sur elle. Le chef de la police s'approcha, une boîte entre les mains. Il parla d'un homme tombé en mission, d'un héros silencieux, d'une promesse transmise, puis il s'agenouilla devant elle doucement, il épingla la médaille sur sa veste. « Il serait fier de toi », dit-il simplement. Elle ne répondit pas. Mais ses doigts vinrent caresser la tête de Bravo, lentement, comme une parole qu'on n'a pas besoin de dire. La foule applaudit, mais elle ne leva pas les bras, elle ne salua pas. Elle regarda autour d'elle, et pour la première fois, elle vit des visages souriants, des regards tendres. Une ville qu'il avait d'abord jugée
et qui désormais la protégeait comme ses chiens l'avaient toujours fait. Ethan s'approcha. « Tu sais ce que tu veux faire maintenant ?» lui demanda-t-il à voix basse. Elle hocha la tête puis souffla. « Je veux aider les chiens, comme papa faisait, ceux qu'on oublie, ceux qu'on jette. » Ethan sourit, ému. « Alors, on a du pain sur la planche. » Ils s'éloignèrent ensemble, lentement, les chiens ouvraient la marche, comme toujours. Les ombres s'étiraient sur le bitume, et le silence était doux, cette fois. Il n'effrayait plus. Il réconfortait, une histoire se terminait, une autre commençait, et dans cette lumière dorée, sur une simple rue bordée d'arbres, une promesse ancienne venait d'être tenue, un père avait veillé, une fille avait continué, et tout un quartier avait appris que le courage, parfois à 6 ans, marche en silence et tient une laisse trop grande pour ses petites mains. Si cette histoire vous a touché au cœur, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Racontez-nous en commentaire d'où vous nous regardez, et parce que parfois les héros ne portent pas d'uniforme, parfois ils portent des colliers ou des manteaux roses.